Bonsoir, je suis ravi d'être devant vous ce soir pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la documentation des API. Et je vous remercie d'être présent. Je sais que la journée était longue, vous avez eu sûrement beaucoup d'informations, vous devez être un petit peu fatigué, donc merci pour votre présence. Je suis Sébastien, architecte chez Odigo. C'est une plateforme cloud qui met en relation des consommateurs avec des grandes marques ou des institutions. On accueille les consommateurs avec des bots téléphoniques, mail, live chat, WhatsApp, et on fournit aux équipes de support des outils pour les aider à traiter au mieux les demandes des consommateurs. Pour la petite anecdote, on gère plus de 3 milliards d'interactions clients par an, donc en tant que résident français, vous avez sûrement utilisé notre service sans le savoir. Donc merci. Et si je vous parle ce soir d'A5 API, c'est qu'on a une plateforme qui a beaucoup d'applications et traditionnellement, elles utilisaient des web services pour communiquer entre elles. Et récemment, on s'est mis à vouloir découpler ces applications et utiliser plutôt une architecture orientée vêtements, ce qui nous a amené à travailler sur des API asynchrones. Et c'est pour ça que ce soir, je vous parle de A5 API. Alors, rapidement, je vais vous donner quelques définitions pour que nous ayons le même langage. Vous présenter notre contexte, faire une démonstration d'outils autour de A5 API, puis si cette présentation vous donne l'envie d'utiliser A5 API, je vous donne quelques perspectives pour aller un peu plus loin. Définition. Alors, qu'est-ce qu'une API asynchrone? Donc, une API, c'est pour Application Programming Interface. Donc, c'est ce qui permet de faire dialoguer deux applications entre elles. Et ces applications, il va y avoir deux acteurs. Le premier, c'est le consommateur du service, donc celui qui va appeler l'API. Et on a aussi le producteur du service, celui qui va rendre le service. Et dans l'API asynchrone, il y a un qualificatif qui est asynchrone. Et en fait, asynchrone, c'est qu'on ne va pas attendre immédiatement la réponse, voire même on ne s'intéresse pas à la réponse, on ne va pas l'attendre. Et on a deux cas d'usage. Le premier qui va être le cas d'usage de 1 à 1. Le consommateur et le producteur se connaissent. Il va y avoir une requête qui est envoyée pour demander quelque chose et on va envoyer une réponse au demandeur initial. Donc c'est souvent le cas pour quand on veut envoyer une commande qui a un traitement assez long et on envoie le résultat de cette commande un peu plus tard. Et le second cas d'utilisation, c'est le one-to-many. Donc c'est le fait il y a un événement qui s'est passé et on veut notifier des personnes, mais on ne sait pas qui. Donc en fait, le producteur ne connaît pas les consumers. Et pour les consumers, ça permet de s'abonner à des événements. Un contexte que j'aime bien rappeler, c'est que pour nos API, on cherchait à écrire une documentation à la fois pour les utilisateurs internes, donc les développeurs de l'application, pour qu'ils aient un inventaire de tous les événements qui sont traités dans leur application, que ce soit en consommation ou en émission, et aussi même des événements internes, parfois des applications, et pour les utilisateurs externes, donc les développeurs des autres applications sur notre plateforme. On voulait rédiger la description de ces API avant de les coder, donc avoir une approche contract first. On voulait gérer cette documentation par du code, parce qu'on est des développeurs, on sait historiser du code, on sait le versionner. Et on voulait que ce soit un format de description qui soit simple et lisible par des humains. Alors on a un petit peu cherché, et en fait c'est des choses qu'on fait déjà depuis longtemps. Donc, par exemple la documentation d'API, on sait le faire par exemple pour des SDK ou des libs, on va le faire avec la Javadoc, la PHPdoc, JSdoc. On le fait aussi pour les web services ou plus récemment pour les API REST avec OpenAPI, plus connu sous le nom de Swagger. Et quand on a cherché pour les événements ou les messages, au début on n'a vraiment rien trouvé. On commençait même à partir sur une description en ASCII-doc. Et puis au bout d'un moment, on est tombé sur un outil qui s'appelle A5 API. Et c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Alors A5 API, c'est un projet qui existe depuis 2016, mais il a plutôt vivoté pendant 3 années. Il a vraiment gagné en adoption à partir de 2019. C'est un format de représentation en JSON ou YAML. Aujourd'hui, ils ont des specs qui sont en version 2.4. Il y en a souvent des mises à jour. Ils ont un site où vous allez retrouver toute la documentation, l'outillage, enfin tout ce qu'il faut. Il est plutôt bien fait. Il y a une organisation GitHub où vous allez retrouver à la fois les spécifications du langage, le code source de tous les outils qu'il y a autour de l'A5 API. Et voilà. Et ils ont rejoint la Linux Foundation en 2019 aussi.
Qui fait de l'Open API? Donc ça va, on va dire 80%. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Parce qu'en fait, quand ils ont voulu créer Async API, ils ont voulu reprendre tout ce qui était intéressant dans Open API. Et en fait, il y a tellement de choses qui sont bien faites dans Open API qu'ils ont quasiment tout repris. Donc vous allez retrouver la section info, vous allez retrouver les notions de host, serveur, vous allez retrouver vos components, vos tags, vos docs. La seule chose qui va changer, c'est que vous n'allez plus manipuler des passes, mais vous allez manipuler des channels. Ce qui est normal, puisqu'en fait, dans une API REST, vous manipulez des ressources avec un chemin, alors que dans une API asynchrone, vous allez plutôt envoyer des messages sur des canaux. Ils ont pris quelques parties. Donc le premier, c'est de ne pas se lier à un protocole. Donc en fait, vous pouvez décrire une API asynchrone qui va être sur un MOM, donc avec du JMS, du Kafka, du RabbitMQ ou ce que vous voulez. Ou vous pouvez aussi décrire des API asynchrones en mode streaming avec de la WebSocket, du server set and out, ce que vous voulez. Et l'autre parti pris, c'est qu'il n'y a pas de format de message qui est imposé. Donc le format est libre. Donc vous pouvez utiliser des messages au format JSON en les décrivant avec un JSON schema. Vous pouvez faire de la VRO, vous pouvez décrire avec des Cloud Events ou un format propriétaire, n'importe lequel. Alors si on essayait de décrire une API asynchrone, ça ressemblerait à quoi? D'abord, il y a un canal, comme on le disait. Donc là, par exemple, ça va être un canal que l'on nomme agent de présence. Donc on peut imaginer que c'est un canal où on va avoir des messages qui donnent le statut d'un agent. Sur ce canal, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des opérations. On peut soit publier des messages, soit s'abonner à ce canal pour recevoir les messages qui transitent sur ce canal. Et on a un format de représentation des messages qui sont véhiculés dans ce canal. Donc là, par exemple, c'est un message qui est au format JSON, et vous avez un exemple de payload de JSON avec deux attributs, le type de l'événement, donc la login, et puis l'identifiant d'un agent. Et bien là, on vient de faire une première description d'Async API. Bon, c'est une version vraiment très naïve, mais il n'en faut pas beaucoup plus. Donc, je vous propose de passer à la démonstration. Donc, sur Async API, ils ont un studio qui permet d'éditer les fichiers. Donc, il est accessible en ligne sur studioasyncAPI.com, mais vous pouvez aussi le déployer en local avec la CLI de Async API. Donc, tous les outils que vous allez retrouver autour d'Async API, c'est du Node. Donc, ça passe par NPM pour les installer. Donc là, je vais le lancer en local. Parfois, il est un peu lent à lancer. Donc, en fait, j'ai déjà démarré le studio qui est en ligne. Donc, le studio ressemble à ça. Donc, c'est un éditeur. Là, c'est la version CLI qui vient de se lancer. Donc, l'éditeur ressemble à ça. On a 3 colonnes, enfin, on peut en avoir 2 ou 3, avec un navigateur, au centre l'éditeur et à droite le rendu. Donc, pour ceux qui ont déjà fait l'Open API, vous allez retrouver les éléments classiques. Donc, on a en tête la version de la spec qui permet de décrire votre API. Donc là, je suis en version 2.3. Après, le bloc d'information, donc on va pouvoir nommer notre API, la versionner, mettre de la description au format Markdown qui permet d'avoir un rendu un petit peu plus sympa pour la documentation. Plein d'infos sur la licence de l'API, les contacts. Comme vous pouvez le voir ici, comme dans OpenAPI, s'il y a des infos qui n'existent pas dans la spec, vous pouvez créer vos propres données, donc avec le préfixe x-quelque chose. Donc là, par exemple, nous, on veut ajouter le nom du projet et le nom de l'équipe qui travaille sur ce projet-là, donc on le fait avec ces attributs-là. Ensuite, on va retrouver la section serveur. Donc comme dans OpenAPI, vous listez vos serveurs. Donc là, on retrouve un serveur de dev avec l'URL pour accéder. On a des variables. Donc là, par exemple, on a la variable port qui peut être paramétrée. Donc on retrouve plus loin la liste des valeurs possibles avec la description. Et ce qui va changer, c'est juste ce paramètre-là, protocole, qui n'existe pas en OpenAPI, puisqu'en OpenAPI, c'est que du HTTP, alors qu'avec Async API, on spécifie le protocole qu'on va utiliser. Donc là, par exemple, on dit que notre API, elle fonctionne sur du Kafka. Ensuite, on passe à la section qui est peut-être la plus intéressante pour nous, c'est la description des fils de messages, enfin des channels, pardon. Donc là,
avant on avait du pass, là on a un channel, et ensuite on va décrire nos channels. Donc là on en décrit un premier, qui est le Agent Action Tenant ID. Donc là l'idée c'est d'avoir un channel qui permet d'envoyer des actions sur des agents, et on va en avoir un par tenant, donc on peut paramétrer le nom du topic. Et donc là, on le paramètre avec le tenant ID. Donc ce tenant ID, on peut voir la description ici. Bon, c'est un paramètre identifiant du tenant, c'est un string, enfin un truc tout bête. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, il faut dire quelle opération on peut faire sur ce canal. Donc là, on autorise le publish, on explique ce que ça fait. On doit mettre un operation ID. Alors, de point de vue documentation, ça ne sert à rien du tout. Par contre, pour tout l'outillage qui va être autour pour manipuler cette description, c'est utile d'avoir un identifiant unique pour toutes les opérations. Donc, il faut en spécifier un. On peut spécifier ce qu'on appelle des traits. Donc, en fait, c'est des caractéristiques qui vont être réutilisables un peu partout dans la description de l'API. Donc là, j'ai défini un trait Kafka. Donc, si on regarde, voilà. Donc, mon trait Kafka, ce qu'il dit, c'est que on va utiliser, alors une partie importante, c'est le bindings. C'est parce que je vous disais tout à l'heure, la description, elle n'est pas liée à un protocole. Et donc, en fait, on peut après spécifier des caractéristiques qui sont spécifiques au protocole via ce qu'ils appellent des bindings. Donc là, je dis, on va utiliser un bindings. Et ensuite, on dit que c'est un bindings Kafka. Et là, pour mes opérations, je dis qu'on spécifie le client ID et qu'il faut que ce soit le myAppID. Donc là, c'est une valeur en dur, c'est pas très pertinent, mais l'idée est là. Donc en fait, c'est et ça, on va pouvoir le réutiliser sur toutes nos opérations. Donc on a été au thread, et après, vous spécifiez le message qui est envoyé. Donc là, c'est un message agent action, et si on regarde sur le agent action, on trouve le nom, la description du message, donc là, agent action, à quoi ça sert, le type. Donc là, ici, moi, je décris, c'est un message au format JSON. Et après, on peut rajouter des threads également sur ces messages. Donc si on regarde celui-ci, pardon. Donc en fait, là, je dis que tous mes messages vont avoir une non, pardon. Je me suis emmêlé les pinceaux. Non, oui, c'est ça. Tous mes messages vont avoir des headers, et dans ces headers, on va retrouver l'identifiant de on va avoir l'identifiant de la requête, on va avoir un correlation ID, et on va voir celui-ci, je ne me rappelle plus, donc on va zapper. Voilà. Et ensuite, à la fin, on peut mettre aussi... pardon, je suis parti un peu loin. Non, c'est tout. Voilà, c'est les messages. Donc là, c'était je vous ai mis un exemple où on fait un publish de messages, enfin un publish sur un canal, mais on peut le faire aussi sur un subscribe. Donc là, par exemple, si on prend la file agent logout, donc ici, on retrouve la même chose, et là on va avoir une opération subscribe, donc ça veut dire qu'on va pouvoir souscrire à ce canal pour recevoir des événements. Et après la mécanique est la même, on décrit le message, donc là par exemple on a un message login out, et sur ce message login out qui est là, on voit que ça, c'est un objet avec dedans un attribut commande qui dit on/off, etc., etc. Donc ça, c'est un peu la façon dont on décrit nos API asynchrones. Sur le studio, donc vous avez ici une barre de navigation donc, qui permet d'afficher les panneaux. Donc là, ça permet d'afficher ou masquer la navigation, l'éditeur et la doc. Donc là, par exemple, si on regarde la doc générée, on se retrouve... Donc on a une prévisualisation de la doc qui pourrait être générée. Donc là, vous retrouvez l'entête de la description de votre API avec les différentes infos qui ont été mises en en-tête. Vous avez la petite description qu'on avait écrite en Markdown qui est visible. Vous retrouvez ensuite la liste de vos serveurs. Là, on voit que c'est un serveur de dev Kafka. On va retrouver les infos pour se connecter au Kafka avec le port par défaut, les ports autorisés. Si on va un peu plus loin, si on regarde la description d'une opération, donc là par exemple sur Agent Action Tenant ID, on retrouve le paramètre
de ce topic-là, donc le tenant ID. Ensuite, on voit les paramètres qui sont spécifiques à Kafka, donc le client ID. Et ensuite, on voit les messages, enfin la description des messages qui sont véhiculés, donc avec notamment le payload, donc avec l'agent ID, l'action, l'heure à laquelle le message est envoyé, la description des headers, comme je vous mettais tout à l'heure. Et après, on a des exemples. Donc, si dans la spécification, la description de votre API, vous avez mis des exemples, vous allez les retrouver ici. Donc, l'exemple avec le payload et l'exemple aussi pour les en-têtes. Donc, ça, c'est toute la partie, on va dire, documentation. Et il y a un petit truc sympa aussi dans leur studio, c'est qu'ils ont un visualisateur de votre API qui ressemble à ça. Et en fait, vous allez au centre, vous retrouvez votre API. Donc là, c'est mon agent API. Vous allez avoir à gauche tous les canaux où vous pouvez pousser des messages. Et à droite, tous les canaux sur lesquels on peut s'inscrire pour consommer les messages. Donc en fait, en ayant cette vue-là, il y a une chose importante à rappeler, c'est qu'en fait, Async API, ça ne va pas décrire des canaux, mais ça va décrire des API. Donc là, on est bien en train de décrire une API qui s'appelle Agent API, on n'est pas en train de décrire le canal Agent Action. Donc on va aller décrire du point de vue de l'API, c'est-à-dire qu'on va dire, sur mon Agent API, vous pouvez pousser des messages dans Agent Action, et Agent API va les consommer et va en faire quelque chose, ça peut être décrit dans la documentation. Et de l'autre côté, mon agent API publie des événements sur ces listes de topics, enfin ces listes de canaux, donc l'agent login, logout ou agent de présence. Donc pour rappel, c'est vraiment pour décrire une API et pas un canal. Donc ça, c'était le studio. Il est possible de générer de la doc. Donc par exemple, on peut la faire en Markdown. Donc là, ça se passe avec la CLI, donc avec le Async API Generator. Donc, il faut utiliser un template. Donc, on va utiliser un template pour faire du Markdown, un template pour faire du HTML. Alors, la petite astuce, c'est que au début, je l'utilisais, je trouvais ça assez long. Et en fait, les templates, il faut mieux les installer localement, donc avec la commande npm install le nom du template. Sinon, à chaque fois qu'on appelle la CLI, il va retélécharger le template. Il ne le garde pas en cache. Et donc là, j'ai demandé de générer au format Markdown l'API qu'on vient de voir. Et donc si on regarde, on se retrouve avec un document Markdown classique qui reprend tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je vous ai présenté juste avant. Donc bon, là, c'est un petit peu indigeste. Mais si on le regarde avec un visualisateur, hop, on se retrouve avec une doc assez simple. Mais on retrouve toutes les infos, donc le bloc d'information de l'agent API, une table des matières avec, on voit qu'on retrouve la liste des serveurs, la liste des opérations, et puis si on se balade, on voit tout. Donc c'est plutôt propre, c'est simpliste, mais plutôt propre. On peut faire la même chose en HTML. Donc là, on rappelle le Async API Generator, mais en lui disant d'utiliser le template HTML. Et si on regarde à quoi il ressemble, en fait, on retrouve la même chose que ce qu'on avait dans le studio. Et donc là, c'est le genre d'outil qu'on peut utiliser dans notre pipeline de CI/CD pour générer de la doc et la déposer quelque part. Et donc là, la doc, on a la navigation ici, puis ensuite, vous avez les opérations au milieu et vous avez les exemples tout à droite. Donc c'est un truc classique. Voilà. Je vous propose de regarder comment générer du code Java à partir d'une description Async API. Donc pour cela, on va toujours utiliser le Async API Generator, mais on va lui demander d'utiliser un template Spring, et il va nous générer du code Java à partir de notre doc Async API. Donc là, je viens de le lancer. Alors, il y a un truc important aussi, c'est qu'il y a une petite option dans ce générateur qui est le Inverse Operation. Parce qu'en fait, quand on va générer le code Java, on va le générer du point de vue de l'implémentation de l'API. Non, pardon, j'ai un doute. On va dire qu'on du point de vue de l'implémentation de l'API, donc en fait tout ce qui est en publish, ça va être des envois de messages, et subscribe de l'inverse. Par contre, si vous voulez générer le code pour les clients de votre API, en fait il faut faire les opérations inverses. Donc c'est pour ça qu'il y a le paramètre Inverse Operation qui permet de soit générer le code de l'API, soit générer le code des consommateurs de l'API. Et donc si on regarde à quoi ça ressemble,
Donc en fait là c'est la description A5 API que j'ai fournie au générateur. Donc là encore c'est une API qui tourne sur Kafka. Dedans il y a juste 2 topics. Il y en a un qui permet de dire les chansons à publier. Donc on a un topic où on peut envoyer des chansons et on demande de les publier. Et il y a un autre topic sur lequel l'API va dire bah, ça y est, cette chanson est publiée. Donc un truc assez simple. Et en fait, le générateur nous a généré tout le code Java qu'il fallait. Donc là, on retrouve le Pojo avec les chansons, donc truc tout bête. On va avoir le publisher ici le publisher ici qui va envoyer c'est le code du publisher qui permet d'envoyer les messages pour dire la chanson a été publiée. Et vous avez le consumer ici qui lui reçoit les messages et vous n'avez plus qu'à implémenter ici votre traitement pour à chaque fois que vous recevez un message. C'est le truc vraiment tout simple, mais ça permet de générer du code rapidement à partir de votre description. Et je voulais vous proposer autre chose. Maintenant, c'est l'opération inverse, c'est-à-dire à partir du code Java, générer automatiquement une description A5 API. Bon, c'est le genre de choses qu'on ne fait pas, mais je me disais que ça pouvait être intéressant de vous le démontrer. Donc ça utilise un plugin de Spring Boot qui va permettre d'activer la génération à partir d'annotations. Donc là, on a une application Java où on a on utilise encore une fois du Kafka. Donc là, on a tout le code Java pour bootstrapper nos connexions au serveur Kafka, enfin au broker Kafka. On a 2 consumers ici sur le exemple topic et sur un autre topic, vous voyez, avec des Kafka listeners. Et on a également dans notre application un producer qui envoie des messages sur un autre topic qui s'appelle exemple producer topic. Et pour pouvoir générer automatiquement la description A5 API de cette application Java, il va falloir qu'on crée une petite classe Java de configuration dans laquelle on va ajouter la notation enable A5 API plus un petit DSL qui permet de déclarer en fait l'entête de notre description A5 API qu'on retrouve ici. Donc là, c'est du DSL où on va dire bah, voilà la version de notre API, la description, les serveurs, etc., etc. Et tout le reste, ça va être déduit des producteurs et consommateurs qu'il y a dans le code de l'application. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà. Je vais lancer l'application qui a été buildée dans une image Docker pour aller plus vite. Donc là, elle se lance avec le Kafka qu'il faut. Et maintenant, c'est que l'application démarre et elle va exposer une URL où on va retrouver une IHM qui documente automatiquement le code qui tourne tout de suite dans le conteneur. Et donc là, on retrouve notre application Java avec la description du serveur Kafka qui était dans l'application, la liste des topics et la description des messages qui sont échangés. Donc c'est tout simple. Mais ça permet en fait d'avoir une documentation qui est générée automatiquement à partir du code, et surtout c'est la documentation qui tourne actuellement sur mon CLAD sur mon PC, mais c'est la documentation de ce qui tourne vraiment sur votre serveur dans ces cas-là. C'est pas l'approche qu'on a choisie, mais ses avantages, c'est qu'on est sûr que la doc est alignée avec ce qui tourne. Et il y a une autre URL qui est /doc qui permet d'avoir la description A5 API. Alors au format JSON, j'ai jamais regardé s'il est peut-être en YAML, mais sinon voilà, on retrouve la description. La description ici, donc on retrouve A5 API avec la version, l'info, les serveurs, les channels, etc. Voilà. Je vois que j'ai largement dépassé le temps. Alors, pour aller très vite, donc je vous ai montré un peu comment on pouvait éditer une description A5 API, comment générer de la documentation, générer du code à partir de l'A5 API, générer de l'A5 API à partir du code. Il y a un truc qui est intéressant, c'est Microx. J'ai pas eu le temps de vous montrer, mais ça permet de générer automatiquement des mocks à partir de la description. C'est vraiment pas mal. Pour aller plus loin, si ça vous intéresse, déjà c'est aller regarder les protocoles binding qui sont spécifiques à chaque protocole. Ils ont plein de parseurs aussi si vous faites de l'outillage pour
autour de vos descriptions, pour les bundler, pour compacter toutes vos descriptions dans un seul, faire des traitements. Vous pouvez aussi, il y a des outils pour optimiser les descriptions, pour factoriser les descriptions, ce qui est pratique. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Il y a un linter qui est fait par Spectral qui permet de corriger vos erreurs, donc c'est plutôt pas mal. Si vous voulez voir à quoi ressemblent des descriptions d'Async API plus parlantes ou peut-être plus proches de la réalité, parce que là c'est des choses assez simples, vous pouvez aller sur le site d'Async API, il y a pas mal d'exemples. Il y a API Guru et API Tracker aussi qui listent certaines descriptions, qui est intéressant. Il y a une alternative qui s'appelle Event Catalog qui permet de décrire vos API asynchrones en Markdown. Le rendu est vraiment pas mal. Après, c'est fait par une personne. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'utilisateurs, donc moi je suis assez réservé. Je vous ai mis en lien aussi 2 vidéos que je trouve intéressantes sur les patterns pratiques pour la conception d'API asynchrone. Et le deuxième lien, c'est comment décrire avec Async API des patterns, des EIP, donc les Enterprise Integration Patterns existants, et donc comment les implémenter avec Async API. Donc c'est 2 vidéos plus intéressantes à voir, je pense. Et ce qu'il faut retenir, c'est que déjà c'est une description qui est agnostique du langage et du middleware utilisé, donc c'est plutôt pas mal. La syntaxe, elle est proche d'OpenAPI, donc si vous connaissez déjà, la montée en compétence, elle est assez rapide. Et ils font le pari aussi que tout l'outillage qui existe autour d'OpenAPI va pouvoir s'adapter rapidement à Async API. C'est pas que de la doc, parce que vous voyez, vous pouvez automatiser des tâches avec. Pour le déploiement aussi, vous pouvez utiliser votre Async API pour automatiser le provisioning de votre broker, etc. La communauté est plutôt ouverte et très demandeuse de feedback. La contrepartie, c'est que l'écosystème il est très jeune. J'ai rencontré quand même pas mal de problèmes sur l'outillage qui est parfois un peu instable et il manque quand même pas mal de choses. Et ma plus grosse crainte, c'est que comme il y a le diagnostic du langage et du broker, en fait, peut-être que vous n'aurez pas les outils qui correspondent à votre cas d'usage en fonction de votre broker et votre langage. Donc là, j'ai pris des trucs assez courants avec du Kafka et du Java, mais peut-être que si vous faites en Python du RabbitMQ, peut-être qu'il n'y a pas l'outil qui vous aidera pour ça. Voilà, j'étais très vite sur la fin. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous voulez, on a le temps pour 2 questions, si vous avez des questions. Moi, j'ai une petite question, mais j'imagine que la réponse va être non par rapport à ce que tu viens de dire à la fin. Si on applique l'option d'inversion pour la génération du code, est-ce qu'on a moyen de limiter, de dire je veux inverser, mais uniquement sur la génération des producteurs ou uniquement sur la génération des consommateurs, dans le cas où ce n'est pas le même projet qui va producer ou qui va consommer en inversion, ou pour l'instant, ce n'est pas encore possible? Je ne crois pas l'avoir vu. Il faudrait voir s'il y a une option pour faire des excludes, mais je ne crois pas l'avoir vu, je pense pas. Après, tu génères ton code source et puis tu supprimes ce qui ne t'intéresse pas. C'était plutôt dans l'idée quelque chose d'un mécanisme automatisé qui va produire les classes et qu'on va utiliser en DPO en automatique. Non, je n'ai pas vu. Non, je pense que c'est bon. Encore merci.